Je remercie les organisateurs de ce beau congrès, hein, les journées de groupe qui sont devenues un rendez-vous incontournable, plein de convivialité. Même je vois la discussion, c'est une discussion magnifique autour des cas cliniques. Je crois que c'est un rituel à garder dans la Société tunisienne de cardiologie, ces congrès où on est proche des jeunes, moins jeunes, pour discuter autour des conférences. Et puis parler de l'HTA. Et moi, on m'a donné l'opportunité de parler de cette thérapie personnalisée ou fixe. C'est un peu ce qu'a m'a fait l'introduction exactement Dr Jouler. Parler d'hypertension artérielle, déjà, c'est une entité très complexe. On a du mal à la traiter de façon évidente et facile. On sait qu'on est sous l'effet de l'environnement, sous l'effet des gènes, on est sous l'effet de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, du sel, de l'apport du sel. On est sous l'effet de pas mal de systèmes, le système nerveux sympathique, le système rénine-angiotensine, le débit cardiaque. On est sous l'effet de l'effet vasculaire. Donc tout ça va rendre l'hypertension artérielle une pathologie très complexe. La traiter de façon simple, c'est clair, c'est pas facile. On l'a dit tout à l'heure. Initialement, comme a dit Dr Chetewi, on a l'idée qu'on a pratiquement 4 grandes hypertensions artérielles, pas une seule. Il y a l'HTA familiale, l'affaire du sujet jeune, comme le cas de Dr Anissa, histoire familiale. Souvent, c'est des diastoliques élevés. Puis il y a l'HTA endocrine, c'est le profil de malades qui font beaucoup de complications cardiovasculaires, les patients qui font beaucoup de manifestations, et c'est de l'HTA réfractaire. Et puis il y a les métaboliques, hein, les patients obèses qui font de la coronaropathie. Et puis l'HTA vasculaire rigide du sujet âgé avec une pression surtout systolique, une HTA systolique. Ça, on le connaît, mais pour s'en sortir, il faut des médicaments. Et les médicaments, on le connaît, sont les grandes 5 classes de traitement médicamenteux de l'HTA classique. Il y en a des nouveaux, mais les classiques restent toujours ceux qui vont agir sur les grands mécanismes de l'hypertension artérielle. C'est le bloqueur de système rénine-angiotensine, c'est les fameux diurétiques, c'est les bêta-bloquants, alpha-bloquants, et c'est les bloqueurs calciques qui vont agir sur la vascularisation. Donc on connaît la physiopathe, on en a des armes pour les utiliser et pour rester fixes. Et on m'a parlé du fixe, oui, il faut du fixe. Le fixe, en fait, c'est un peu les guidelines, c'est les rails. Ce qu'a dit tout à l'heure, docteur Bourzel, il faut avoir des règles. On n'est pas obligé de suivre, mais il faut les avoir. Ça nous aide énormément. Et on sait, les recommandations de l'ESH l'année dernière, un peu comme ceux de l'ESC 2024, on en parle. Donc je reviens sur l'ESH. Est-ce que je peux revenir derrière? Voilà. Donc l'ESH, elle nous dit, pour traiter une hypertension artérielle et pour majorer notre chance de l'équilibrer, il faut mettre une bithérapie. La bithérapie pour pratiquement tout le monde, hein. Bithérapie à full dose tolérée pour avoir minimum 60% d'équilibre. Pourquoi la bithérapie? On va agir sur plus qu'un système. Donc on a plus de chances d'avoir cet équilibre. Et si ça ne marche pas, au bout de 3 mois, là il faut mettre la trithérapie. Et là il précise, les thérapeutiques qu'on donne, c'est le bloqueur de système rénine-angiotensine, IUC-ORA2, avec un diurétique ou un inhibiteur calcique. Si ça ne marche pas, on associe le 3. Et donc 90% des cas, on arrive à équilibrer parce que finalement, on a touché à la majorité des systèmes qui interviennent dans cette hypertension artérielle. C'est vrai qu'en 2024, comme a dit Anissa, il n'y a pas beaucoup de changements. Peut-être un détail que cette combinaison, il recommande que ce soit à faible dosage. Il faut aller rapidement vers la trithérapie, ce qui recommande pratiquement 4 semaines, un maximum 3 mois, idéalement à 1 mois, on revoit le patient. S'il n'est pas équilibré, il faut passer à la trithérapie à faible dosage. Et si ça ne marche pas au bout d'1 mois ou 3 mois, c'est la trithérapie à fort dosage. Maintenant, ça c'est le fixe, qui est important, ça nous aide. On a des rails, on a des guides. Mais réellement, il y a peut-être que les Britanniques, je vois ils ont pensé à la personnalisation dès le début. Hein. Dans le NAS 2021, d'emblée, ils parlent de l'âge. Hein. Bithérapie, mais ils parlent de l'âge. Ils commencent par les moins de 55 ans. Là, ils mettent une monothérapie. Là, ils privilègent un bloqueur de système rénine-angiotensine. Au-delà de 55 ans, c'est un inhibiteur calcique. Ils sont beaucoup plus personnalisés. Et puis après, la deuxième étape, c'est la bithérapie, trithérapie à la fin. Je crois qu'ils ont un tout petit peu personnalisé cette prise en charge. Mais dans la vraie vie, ce que j'ai dit, ce qu'on n'est pas tous kiff-kiff. La tension, c'est vrai, l'hypertension artérielle, c'est compliqué, mais encore plus les êtres humains. Il n'y a pas 2 personnes kiff-kiff.
On a tous des hypertendus. Je vous parie, si vous avez 2 hypertendus, kiff-kiff. À moi, c'est des jumeaux, et encore. Ils peuvent avoir 2 situations familiales différentes, et du coup, on a beaucoup d'hypertendus. On aimerait bien avoir que du russe, pour ceux qui aiment le russe. Mais on a des blondes, on a du brune, on a des belles et des moins belles, des grandes, des petites, des obèses. Donc, on n'est pas tous kiff-kiff. Et c'est pour ça, moi, à travers 4 petits cas cliniques, on va essayer de voir que l'hypertension artérielle peut se ressembler, mais que la conduite doit être plutôt personnalisée. Donc là, mon premier, donc 4 hypertendus, mais 4 personnes hypertendues, mon premier, c'est le plus jeune, c'est 45 ans, c'est Emine. C'est un enseignant très stressé, très motivé. C'est vrai qu'il ressemble un peu à votre patiente, parce qu'elle est quand même une famille d'hypertendus. Il n'est pas fumeur, il a un poids idéal pour sa taille, il fait du sport de façon régulière 3 fois par semaine. Hein, donc là, il est satisfaction, il n'habite pas à Marsa, mais il fait du sport quand même. Hein. Mais, alors là, lui, il est par contre très stressé. Hein. Ah non, pas de padel, là, il fait, je ne sais pas, je crois que 3 heures dans une salle de sport à côté de chez lui. Sa biologie correcte, mais sa pression artérielle, elle est 150-80. Et là, sa fréquence cardiaque, elle est 95 cycles par minute. Je crois que ça, c'est plutôt plus clair que c'est l'HTA systolique du sujet jeune, qui concorde avec l'hyperactivité sympathique. Et si on regarde ce qu'ils nous disent, les recommandations, quand on a une pression artérielle élevée, ça c'est de l'HTA, il faut passer directement à la confirmation. On ne passe même pas par l'évaluation du risque, si vous voulez. Et là, en faisant la MAPA de CMI, ça confirme qu'il a une hypertension artérielle confirmée systolique. Et là, je rebondis sur ce que ça a été dit. Je crois que nos amis sont partis pour parler de l'HTA de CG jeunes. On a vu l'intention de dire que c'est des gens qui ne sont pas vraiment à haut risque. Mais il y a des papiers qui ont très bien parlé de ça. Là, je passe rapidement du mécanisme, vous le savez. Hein. Entre l'HTA systolique de ce jeune, c'est plutôt l'hyperactivité sympathique par rapport au sujet âgé qui est la rigidité artérielle. On ne s'arrête pas sur ça. Je crois que même les plus jeunes dans la salle le savent. Mais ça, c'est une étude qui a bien démontré que même quand on a une HTA systolique isolée de ce jeune, on en a plus de mortalité cardiovasculaire et d'événements cardiovasculaires. D'autant plus quand on est une femme au-delà de 40 ans. Donc réellement, c'est des gens qu'il faut réellement prendre en charge, même s'il s'agit d'une HTA systolique isolée. Donc la cause, c'est cette hyperactivité sympathique et c'est la fréquence cardiaque. J'en n'arrête pas autant dans sa place dans l'augmentation de risque cardiovasculaire. Donc hypertendu, selon 2024, il faut commencer des mesures gynédiététiques et il faut traiter d'emblée pour arriver à un objectif entre globalement 120-70 de cible de pression artérielle. Le traité, les mesures gynédiététiques que vous connaissez tous, ils ne sont pas valides pour tout le monde. Je rejoins votre patiente qui est magnifique, le mien aussi. Peut-être il a fallu juste lui parler de réduire sa consommation en sel. Donc ce n'est pas le prêt-à-porter, comme a dit notre ami Helmi, c'est vraiment du personnalisé. C'est un monsieur qui a une hygiène de vie magnifique. Il faut juste lui dire de réduire ses apports en sel et probablement, s'il a envie d'acheter un sel de substitution, il prendra celui qui est riche en potassium. Ça va améliorer ses pressions artérielles, surtout quand on a un iono et une créate normale. Donc là, c'est une note de personnalisation. On reste surtout toujours sur ces rails. Le fixe de la question, c'est qu'il faut donner une bithérapie à faible dosage initialement. Là, le choix de la bithérapie, peut-être, il faut regarder. Ici, notre patient, il est tachycarde. Il a une HTA systolique tachycarde. Je rejoins l'avis de Dr Hached. Moi, pour lui, je mettrais un bêta-bloquant. On peut avoir un avis contraire. Et c'est ce qui fait le charme. Je crois la personnalisation. Il n'y a pas que la personnalisation à travers le patient, il y a la personnalisation à travers nos expériences. Nous, les médecins, on est des personnes différentes. On a un vécu avec nos patients différents. On a un recul différent. On a une clientèle différente. Donc, on peut avoir des avis différents. Et c'est ce qui fait le charme de notre métier. Ce n'est pas des rails, ce n'est pas du fixe, c'est très flexible. Moi, j'ai choisi pour lui un bêta-bloquant dans une association, parce qu'il faut s'associer. Moi, je suis les recommandations, une association, bloqueur de système rénine-angiotensin, c'est avec un bêta-bloquant à faible dosage. Et d'ailleurs, je n'ai pas réussi à augmenter. Ça marche très, très bien avec lui. J'ai un bon recul avec ce patient. Mon deuxième cas clinique, Madame Mabrouka, c'est un sujet de 86 ans, une dame très charmante, je l'adore. C'est une dame qui a une HTA systolique isolée, avec une diastolique basse, typiquement l'HTA rigide du sujet âgé, on ne va pas y revenir. C'est une patiente qui a une biologie correcte, elle n'a pas d'autres soucis. Donc là, il faut valider, il faut vérifier. J'ai mis la MAPA, c'est une dame qui a de l'HTA sévère, systolique, diurne et nocturne. C'est une dame qui a un pic matinal important, elle a au-delà de 55, elle a une pression pulsée augmentée très très prévue pour son âge, donc c'est une HTA rigide vasculaire. Il faut traiter avec les mesures gynédiététiques, il faut arriver à un objectif à 120, 170.
Mais là, on revient à l'âge. Si on regarde ce qu'ils disent les recommandations de l'ESH il y a une année, au-delà de 80 ans, pour traiter, il faut avoir une systolique au-delà de 160. Il faut être vigilant. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être... La cible aussi. Il ne faut pas viser les 120, 70 à 80, au-delà de 80 ans, c'est 140, 150, sauf s'il est bien équilibré et bien toléré, on peut arriver à 130, 139. Là, c'était nice, mais au bout d'une année, il y a eu quand même un petit changement, et je crois que ça, c'est un des nouveautés de ces recommandations européennes de 2024, parce que jusqu'à 85 ans, on considère tout le monde est jeune. On est tous jeunes dans la salle, juste les gens au-delà de 85 ans qui changent chez eux, c'est eux le sujet âgé. Et c'est à eux qu'il faut faire attention et qu'il faut commencer à traiter différemment. Mais jusqu'à 85 ans, et là je crois que l'expérience, à part ce que je vous montrais comme papier scientifique, on en voit des sujets très âgés en très bonne santé finalement. Il n'y a pas que l'âge, il n'y a pas que l'âge, il y a un tout. On en a des sujets à 120 de pression artérielle de cible qui a 80, 90 et 85, ça dépend du patient. Donc là, je ne vais pas vous détailler les articles qui ont mis en exergue cette question, parce qu'on a bien démontré qu'en traitant ces sujets très âgés, on en a des bénéfices, très peu de risques, bien sûr, en dehors des sujets fragiles, ayant des hypotensions orthostatiques, et c'est pour ça qu'ils sortent du lot. Donc, au-delà de 85 ans, on traite... Par contre, au-delà de 85 ans, comme Mme Mabrouka, c'est là où il faut faire attention. On ne traite qu'à partir de 140-90 et il faut éviter la bithérapie. C'est des patients qu'il faut donner une monothérapie. Et la monothérapie, je rebondis sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure, docteur Drissa exactement, c'est l'indication quand on a une pression artérielle élevée, à risque élevé, quand on a des sujets fragiles, ayant une hypotension orthostatique symptomatique ou bien très âgés au-delà de 85 ans. C'est les seuls patients qui entrent dans le lot de la monothérapie. Tout le reste, c'est la bithérapie, mais ça reste toujours discutable. Moi, je dis que la personnalisation reste toujours à nous de faire. Donc, au-delà de 85 ans, qu'est-ce qu'on va privilégier comme drogue? Les recommandations, ce qu'ils nous disent, idéalement, un bloqueur calcique, sinon, ça peut être un inhibiteur, un bloqueur de système rénin-angiotensin, ou des faibles doses de diurétiques, les bêta-bloquants, alpha-bloquants, à éviter à cet âge-là. Donc moi, ce que j'ai préconisé pour ma patiente, c'était une amlodipine 5, tout court, mais ça aurait pu être un IEC en RA2. Moi, j'ai choisi cette drogue pour elle. Mon troisième cas clinique, M. Selem, il a 60 ans, il est obèse par contre, un fumeur, un diabétique type 2, mal équilibré, il a déjà de l'HVG systolique à l'ECG, il a déjà une atteinte rénale avec un RAC à 50. Donc, c'est le patient qu'on voit plutôt, c'est la majorité de nos patients, dommage, mais on a beaucoup de diabétiques hypertendus qui ont ce profil de Selem et qui a une pression artérielle à 135-85. Donc là, on est dans la pression artérielle élevée, on n'est pas dans l'hypertension artérielle. Et là, quand on a une pression artérielle élevée, ce que nous a appris les recommandations de 2024 de l'ESC, il faut passer par l'évaluation du risque. Et pour évaluer les risques, il faut l'évaluer à travers le score 2, ou bien score 2 avec les modificateurs de risque si ça ne marche pas. Là, pour Selem, quand j'ai fait le score 2, là, je vous épargne les détails, ça a éparpillé, bien sûr, il faut prendre celui de la Tunisie. Tout calcul fait, faites-moi confiance, il était à 24% son score 2. Donc, c'est un score qui est élevé. Moi, je me suis dit, on a toujours critiqué ce score 2, non, il exagère le risque cardiovasculaire chez les Tunisiens. Moi, je me suis dit, je vais m'amuser à faire le globo-risque qu'on a retenu dans les recommandations tunisiennes de la Société tunisienne de cardiologie et de la santé. On s'est dit, globo-risque, il est beaucoup plus fiable. Et bien, figurez-vous, quand on prend un homme diabétique, fumeur, tranche d'âge de mon patient, exactement sans cholestérol et tout, on tombe sur une valeur de 38%. Pire encore avec le globo-risque, donc notre patient, elle est à très haut risque cardiovasculaire. Et là, j'attire votre attention quand il s'agit d'un diabétique, c'est plutôt l'évaluation doit passer par le score de diabète. C'est un score particulier pour les diabétiques. Chaque fois qu'on a un diabétique type 2 entre 40 et 69 ans et qui n'a pas d'atteinte d'organes cibles ni d'atteinte cardiovasculaire, il faut faire le score 2 de risque du diabétique. Et pour notre patient, il était supérieur à 20. Donc, de toutes les façons, ça concorde. On est devant quelqu'un qui a une pression artérielle élevée, à haut risque cardiovasculaire. Donc, il faut confirmer et traiter cette pression artérielle. La confirmer, pour lui, j'ai choisi, franchement, l'automesure. Il a un appareil mesure à la maison, donc c'était plus simple. Un appareil correct, je lui ai montré comment il fait son automesure. Il me rapporte cette automesure, une moyenne de 132 sur 80.
vous aurez dit il est hypertendu ou non. Enfin, il est hypertendu, il garde toujours une pression artérielle élevée ou non. Exactement. Exactement, je crois que ça, c'est un atout des recommandations de 2024, je crois, c'est la définition de la pression artérielle élevée à domicile. Hein, on connaît très bien la définition de l'hypertension artérielle en automesure, en MAPA, mais la pression artérielle élevée à domicile ou en MAPA, c'est bien défini ici, quand c'est entre 120 et 134, 110 et 84 de diastolique, ça confirme que la pression artérielle est élevée. Et là, donc, mon patient, il a une pression artérielle élevée, il a un risque cardiovasculaire élevé, au-delà de 10%, donc c'est un patient à traiter en classe 1. Mesure génodiététique pendant 3 mois. Si ça ne marche pas, c'est les médicaments. Et si au bout de 3 mois, il a toujours une pression élevée, donc pour lui, c'est l'indication de la monothérapie, parce que c'est un malade qui a une pression artérielle élevée, confirmée. Et là, je me suis dit, bon, c'est un diabétique. On va regarder ce qu'ils disent les diabétos. Nos amis diabétos, on a la date 2025, ils ont bien détaillé la prise en charge du diabétique ayant une pression artérielle élevée. Et bien effectivement, nos amis diabétos, ils préconisent pour un diabétique ayant une pression artérielle entre 130, 80, 150, 90 de passer par la monothérapie. La monothérapie, et puis, si votre malade a une albuminurie ou une atteinte d'organes cibles, là, le choix de traitement en monothérapie va dépendre. S'il n'a pas d'atteinte rénale ni d'atteinte cardiaque associée, c'est un patient qu'on peut donner les 5 classes, c'est au choix du médecin. Sauf les patients qui ont réellement une albuminurie ou une atteinte cardiaque, c'est là qu'il faut donner un bloqueur du système rénin-angiotensine. Donc ici, je me suis dit, mon patient, il a déjà une microalbe, il a un RAC à 50, donc c'est un ARA2 que j'ai préconisé. Ça aurait pu être un EUC ou autre. Mais en monothérapie, parce qu'elle a une pression artérielle normale haute, on peut toujours discuter la conduite que vous pouvez faire vous aussi, ça peut être différent. Moi, je sais ce que j'ai fait pour lui. Ma dernière patiente, c'est Madame Halima, qui est une jeune de 48 ans. Madame Halima, elle est dyslipidémique, elle a les antécédents de 3 avortements, une HTA gravidique lors de la dernière grossesse, un bilan biologique avec un bilan lipidique très perturbé, une élévation de triglycérides, de cholestérol, non HDL, cholestérol élevé. Donc c'est une patiente qui a une fonction rénale correcte, le CG normal, sa pression artérielle, elle est élevée, 134, 85, fréquence cardiaque à 118. Donc là, on est devant le même tableau en matière de pression artérielle, mais pas le même profil de patient. C'est presque la même chose que CCL. Donc le score, il faut passer par l'évaluation de risque. Et pour Madame Halima, elle a quand même un score qui est faible. Elle a 7% en score 2. Je me suis amusée à faire la même chose. Je me suis dit non, moi je me fie à mon globorisque. Et bien au globorisque, c'est 6%. Hein. Quand une femme non diabétique comme elle, c'est 6%, c'est la même chose, elle est à faible risque. Mais encore, un point fort des recommandations 2024, qu'ils insistent sur les modificateurs de risque. Et Madame Halima, on en a 2, elle a une HTA gravidique, elle a des avortements à répétition, ça augmente son risque cardiovasculaire, et ça la rend une patiente ayant une pression artérielle élevée avec un risque cardiovasculaire élevé. Donc c'est une patiente qu'il faut mettre sous traitement confirmé déjà. Bon là, confirmé, ça a été fait. Elle a une automesure 130 à 118, ça confirme qu'elle a une pression artérielle élevée. Maintenant, pour la traiter, est-ce qu'il faut la traiter? Donc, elle a une pression artérielle élevée, risque cardiovasculaire élevé, il faut mettre les mesures régénétiques. Au bout de 3 mois, si elle n'est pas équilibrée, c'est la monothérapie. C'est un peu comme CCL. Sauf que pour Madame Halima, au bout de 3 mois, elle revient avec une pression artérielle à 124 sur 75. C'est une femme qui faisait aucune activité sportive, qui mange salé, qui mange n'importe quoi, qui ne fait pas de bon sommeil, elle est très prise. Elle a appris à se relaxer, à manger moins salé, à mener une vie plus saine, et elle revient avec une pression artérielle non élevée. Donc c'est une dame qui n'a pas eu besoin d'un traitement. Donc, 4 cas cliniques, chaque 2 patients ont pratiquement le même profil de pression artérielle. Mais ils ont des issues différents et un traitement différent. C'est pour dire que pour la thérapie fixe, oui, je suis tout à fait d'accord, il faut avoir des guidelines, ça nous aide. L'HTA, c'est compliqué, mais c'est quand même, il y a des directives, on a des médicaments qu'on connaît. Donc il faut suivre ces guidelines. On a des consensus, on a des essais cliniques, des registres, on a nos expériences à nous. C'est important de les guider. Mais par contre, la thérapie personnalisée, certes, parce qu'il y a le type d'HTA différent. Là, je n'ai pas traité l'HTA secondaire, on n'a pas parlé d'autres profils d'hypertension artérielle. On ne va pas traiter une coartation de l'aorte comme on traite une HTA essentielle, ça va de soi. Et puis le profil du patient. On a vu l'âgé, le diabétique, on n'a pas parlé des comorbidités, le syndrome d'apnée de sommeil, l'HTA nocturne. Il y a plein d'autres évidences qu'il faut prendre en considération.
Et puis là, même avec l'intelligence artificielle, on peut mettre tout ça dans un algorithme, il nous donnera le meilleur traitement au meilleur patient. Mais il y a un autre volet dont je n'ai pas parlé, qui est en fait la thérapie individualisée, pas personnalisée. Absolument, il faut individualiser la thérapie. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sont pas kiff-kiff. Ils ont des personnalités différentes. La vôtre n'était pas du tout réticente. Le mien, donc c'est pas la même chose. Et il y a l'observance. Il y a des patients observants, comme Madame Ahlima, du régime. Mais il y a d'autres qui ils s'en foutent. Il y a aussi les effets indésirables. On ne peut pas être tous, on ne peut pas traiter tous de la même façon. Vous en avez tous des patients qui sont sous centrale parce qu'ils font des œdèmes avec les inhibiteurs calciques, ils toussent avec les EEC, ils toussent avec les ARA2, ils font de l'allergie cutanée avec autres. Donc on a des patients différents. Et puis, il y a la prise en charge, il y a les CNAMés, les moins CNAMés. J'aimerais bien, moi, la trithérapie en un seul comprimé, c'est magnifique. J'ai des patients non CNAMés qui ne peuvent pas se permettre. Donc, ils prennent des médicaments séparés. Et puis, les conditions socio-économiques, 3 points d'interrogation, 3 points de suspension. Il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de personnes. Donc, soyez à l'écoute de vos patients. Chacun est unique, chacun a besoin de bons traitements. Plus jamais de prêt-à-porter, il faut vraiment faire de sur-mesure. C'est Helmi, je confirme et je termine par votre phrase. Et je vous invite réellement, j'aimerais bien vous revoir à Sfax lors de nos journées de l'amicale des cardiologues de Sfax, 9-10 mai, Inch'Allah. Et merci.